Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Le Canada est-il sur le point d'entrer en guerre? Bien sûr, je parle ici d'une guerre commerciale et non pas d'une guerre militaire. En effet, il est fort possible que dès février, soit dans 3 jours, Donald Trump frappe le Canada de tarifs douaniers pouvant aller jusqu'à 25% de la valeur de tous les biens exportés du Canada vers les États-Unis. Il est même possible qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, que ce soit déjà chose faite. Pourquoi Trump veut-il imposer au Canada de tels tarifs? Que devrait faire le Canada pour éviter ou y mettre un terme? Et quels seraient les impacts sur l'économie canadienne de ces tarifs? J'ai pour objectif de répondre à toutes ces questions et à bien d'autres qui touchent ce sujet au cours de cette vidéo. Mais tout juste avant de commencer, je vous demanderai tout simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tous ceux qui m'écoutez semaine après semaine et qui n'êtes pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant sur le bouton tout juste sous la vidéo. D'abord, remettons le tout dans son contexte. Tout a commencé le 25 novembre dernier lorsque Donald Trump a affirmé sur son réseau Truth Social que le Canada et le Mexique ont des frontières poreuses avec les États-Unis, à travers desquelles passent des milliers de migrants illégaux et de criminels, ce qui facilite l'importation de drogue, notamment de fentanyl, aux États-Unis. Il a donc menacé le Canada et le Mexique de tarifs douaniers de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis, jusqu'à temps que le problème des frontières poreuses soit réglé dans ces deux pays. Pris de panique, Justin Trudeau et quelques membres de sa garde rapprochée se sont rendus à Mar-a-Lago pour rencontrer Trump et tenter de neutraliser la menace pour l'économie canadienne que représentent ces tarifs. Trudeau avait aussi pour objectif d'exposer au président élu Trump les démarches que le Canada avait entreprises dans le but de reprendre le contrôle de sa frontière. Si initialement on avait pu penser que Justin Trudeau en avait fait assez pour calmer les ardeurs de Trump, cette première impression s'est rapidement réduite comme peau de chagrin lorsque des rumeurs ont fait surface à l'effet que Donald Trump aurait, à la blague, dit-on, proposé à Justin Trudeau de devenir le gouverneur du 51e État des États-Unis. Ce qui était à l'origine une blague rigolote devient de moins en moins drôle dans la mesure où l'annexion du Canada par les États-Unis fait maintenant fréquemment partie des déclarations publiques de Trump. Alors officiellement, Trump imposerait au Canada des tarifs en raison de sa frontière poreuse. Si cela est un enjeu majeur à la frontière sud des États-Unis, il en est tout autre à la frontière nord, celle avec le Canada. La réalité est que seulement 0,1% de toutes les saisies de fentanyl aux États-Unis proviendraient de sa frontière nord. Par ailleurs, si l'on peut effectivement affirmer que quelques dizaines de milliers de migrants traversent la frontière illégalement du Canada vers les États-Unis à chaque année, ceci n'est rien comparativement aux millions d'immigrants illégaux qui traversent la frontière du Mexique vers les États-Unis. À cet égard, on pourrait affirmer que le problème de la frontière entre les États-Unis et le Canada n'est pas tant du côté canadien que du côté américain, compte tenu des centaines de milliers d'immigrants illégaux qui sont entrés au Québec via Roxham depuis quelques années, sans compter les milliers d'armes qui entrent illégalement au pays à partir des États-Unis. En somme, que Trump utilise la porosité de la frontière canadienne comme excuse pour imposer des tarifs douaniers de 25% sur le pays me semble tiré par les cheveux. D'ailleurs, si les menaces de Trump étaient réellement motivées par cet enjeu, le milliard d'investissements promis par le Canada à la frontière aurait certainement adouci ses propos. Or, c'est tout le contraire. À mon sens, la raison fondamentale derrière les menaces de Donald Trump sont strictement liées à la relation commerciale qu'entretiennent les deux pays et à la volonté de Trump de rendre sa grandeur à l'Amérique. Il faut se rappeler que l'électorat de Trump est en bonne partie constitué de gens qui ont été desservis par la mondialisation et la désindustrialisation des États-Unis. Les industries de la sidérurgie, de l'aluminium, du charbon, de l'automobile et du textile se sont toutes délocalisées de l'Ohio, du Michigan, de la Pennsylvanie, de l'Illinois, des Carolines, de la Virginie occidentale et de la Géorgie pour s'installer en Chine, au Mexique et au Canada, entre autres. Et Trump leur a promis de rendre à l'Amérique sa grandeur d'antan en rapatriant aux États-Unis tous ses emplois partis à l'étranger. Et c'est là qu'entrent en jeu les tarifs douaniers. C'est avec cet outil économique que Donald Trump,
espère ramener aux États-Unis des millions d'emplois. Parce que les tarifs ont pour objectif de permettre à l'industrie manufacturière américaine de se redévelopper en lui donnant un avantage de prix sur le marché intérieur américain par rapport à ses concurrents étrangers. Une fois les tarifs en place, il devient plus profitable de produire aux États-Unis que d'importer de l'étranger. Les entreprises sont aussi portées à investir aux États-Unis et la baisse des importations participe à rétablir la balance commerciale et par le fait même assainir le budget national des États-Unis. D'un point de vue protectionniste, c'est une stratégie qui se tient. Il faut aussi dire que Trump est un grand admirateur de William McKinley, 25e président des États-Unis de 1887 à 1901. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence s'il a redonné à la plus haute montagne d'Amérique du Nord, le Denali, son nom d'avant, soit le mont McKinley. William McKinley fut l'un des architectes du protectionnisme américain à une époque où le pays consolidait son industrialisation. Il avait bâti sa réputation au Congrès sur des droits de douane élevés en promettant une protection aux entreprises américaines et aux ouvriers bien payés des usines américaines. À la tête du pays, il imposa les droits de douane les plus élevés de l'histoire des États-Unis, soit en moyenne plus de 50%. À l'aube du 20e siècle, ces mesures protectionnistes permirent à l'Amérique de s'imposer comme première puissance industrielle mondiale devant l'Empire britannique. Par ailleurs, c'est aussi McKinley qui fit entrer dans le giron américain Hawaï, Porto Rico, Guam et les Philippines. Trump se voit donc très bien jouer le rôle de McKinley 2.0 dans la mesure où sa pensée politique est très alignée avec celui qu'on appelle ou qu'on appelait le roi des tarifs. Mais ces tarifs ne sont pas instaurés sans conséquences, à la fois pour les États-Unis et le Canada. Selon la Banque Scotia, si des tarifs de 25% sont imposés au Canada par les États-Unis, le PIB canadien s'effondrerait de 3,8%, l'inflation fondamentale baisserait de 0,9%, le taux directeur chuterait de 274 points de base, le taux de change canadien s'effondrerait de 20% et le taux de chômage augmenterait de 2%. Du côté américain, les tarifs imposés au Canada auraient pour effet de faire chuter le PIB de près d'1%, de faire bondir l'inflation fondamentale de près d'1%, d'augmenter le taux de chômage de 0,4%, d'amener la Fed à monter son taux directeur de 50 points de base et de faire grimper le dollar américain d'à peu près 8%. Les conséquences seraient importantes des deux côtés de la frontière, mais le Canada serait sans aucun doute beaucoup plus affecté que les États-Unis, son économie étant 10 fois plus petite que celle des États-Unis et son commerce extérieur totalement dépendant des exportations vers les États-Unis. Alors, que peut faire le Canada une fois frappé de tarifs américains? À peu près tous les politiciens canadiens, que ce soit Trudeau, Poilievre, Singh, Freeland ou Carney, et le commentariat politique ont la même solution, répondre aux tarifs américains dans une logique dollar pour dollar. Autrement dit, tous, mis à part peut-être Philippe Couillard, ancien premier ministre du Québec, disent « on se laissera pas faire ». Est-ce que c'est une bonne idée de répliquer aux États-Unis? Eh bien, selon moi, poser la question, c'est y répondre. Entre vous et moi, l'histoire de David contre Goliath, ça fera. Laissons les récits bibliques au clergé et tentons d'être un peu plus rationnels par rapport à cette situation. Si le Canada impose des tarifs douaniers aux États-Unis en guise de représailles, il creusera sa propre tombe, tout simplement. Selon la Banque Scotia, si les tarifs de 25% sont imposés au Canada par les États-Unis et que le Canada répond à ces tarifs dans une logique dollar pour dollar, le PIB canadien chuterait de 5,6%. L'inflation fondamentale hausserait de 4,1%. Le taux directeur augmenterait de 275 points de base. Donc la BOC aujourd'hui a annoncé une baisse de son taux directeur pour le ramener à 3%. Les tarifs pourraient faire monter le taux directeur à près de 6%. Le taux de change s'effondrerait de 21% et le taux de chômage bondirait de 3%. Ce serait tout simplement un suicide économique. On se ferait un harakiri. Pour pallier aux conséquences économiques des tarifs américains, Ottawa serait en train de préparer un plan de réponse économique inspiré de la période COVID. Si le Canada se porte mal actuellement, je n'ose pas m'imaginer dans quel état le pays sera après une nouvelle dose de politique fiscale socialiste mal calibrée et extra nocive. On ne crée pas de richesse en imprimant des dollars. Malheureusement, ça semble être le scénario qui est en train de se préparer. Et si le Canada va encore plus loin dans ses représailles et décide, comme certains l'ont suggéré, de couper l'électricité exportée du Québec vers le nord-est des États-Unis, ce serait littéralement une déclaration de guerre, non pas économique, mais militaire avec les États-Unis. Imaginez New York dans le noir en plein hiver.
le Canada signerait son arrêt de mort en tant que pays souverain, à mon avis. Lorsque Trump dit que le Canada devrait devenir un État américain, il ne blague pas, il le pense vraiment. Le Canada devrait donc adopter une stratégie qui ne facilitera pas cette annexion. Et puis, pour ce qui est de couper le pétrole acheminé de l'Alberta vers le Texas, ce serait de mettre en banqueroute le moteur économique de notre pays. D'ailleurs, l'Alberta n'acceptera jamais que cela se fasse et avec raison, à mon sens. S'il y a une chose que les politiciens et les médias canadiens doivent comprendre, c'est que Donald Trump ne se laissera pas intimider et qu'il ne permettra pas de perdre une guerre commerciale avec le Canada. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec la Colombie. Oui, c'est un plus petit pays, mais l'exemple parle quand même. Les États-Unis ont envoyé 2 avions remplis d'immigrants colombiens illégaux et la Colombie a refusé l'atterrissage de ces 2 avions. Trump a publié sur son réseau que la Colombie sera frappée de tarifs de 25% sur tous les produits exportés aux États-Unis et que la semaine suivante, ceux-ci seraient augmentés à 50%. Et dans l'heure qui a suivi, le gouvernement colombien a fait un 180 degrés et a déclaré qu'elle irait chercher elle-même ses ressortissants. Trump ne rigole pas. La seule façon pour le Canada de ne pas perdre la face et de minimiser l'impact de cette guerre commerciale sur son économie et ses citoyens, c'est de dialoguer, c'est d'utiliser la diplomatie. Alors pourquoi la diplomatie canadienne ne fonctionne pas actuellement? Parce qu'il n'y a personne à la barre du navire canadien. Le Canada est un bateau à la dérive. Justin Trudeau et ses ministres n'ont aucune crédibilité compte tenu que d'une part, Justin Trudeau est un premier ministre démissionnaire et que d'une autre, tout le monde s'attend à ce que le gouvernement actuellement en place tombe une fois la reprise du Parlement. Si, bien sûr, Jagmeet Singh tient sa parole. D'ailleurs, le fait que Trudeau soit toujours là nuit au Canada plus qu'autre chose, étant donné l'animosité qui existe entre Trump et lui. Par ailleurs, les provinces ont beau créer des comités, des groupes de négociation, ou appelez ça comme vous voulez, Trump ne négociera pas avec une poignée de représentants des provinces ou avec de hauts fonctionnaires fédéraux. Le Canada a besoin d'un capitaine de navire maintenant. Le pays n'a pas le luxe d'attendre que le Parti libéral se trouve un nouveau chef. Malheureusement, le pays est à un moment critique de son histoire et il n'y a personne à sa tête qui peut le sauver, du moins jusqu'à la fin du printemps si les élections ont lieu au courant des prochaines semaines. La solution au tarif de Trump n'est pas de répondre dollar par dollar ou de couper l'électricité aux Américains. La solution est, selon moi, d'élire un leader à la tête du Canada dès maintenant et de négocier avec Trump un accord de libre-échange total et sans barrière tarifaire avec les États-Unis. Pour s'en sortir, le Canada devrait proposer de jeter aux poubelles l'ACEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, d'abandonner le Mexique afin de mettre en place un traité commercial où tous les tarifs entre les États-Unis et le Canada seraient abolis, permettant ainsi l'instauration d'un véritable libre-échange. C'est, à mon avis, la seule chose qui pourrait convaincre Trump de changer d'idée sur les tarifs imposés au Canada. Évidemment, tout le système de gestion de l'offre sur le lait, la volaille et les œufs tomberait, mais ce serait le sacrifice à faire pour sauver l'économie canadienne. Dans tous les scénarios possibles, le Canada sortira perdant des événements qui se dérouleront au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L'enjeu ici est de savoir de quelle façon nous allons perdre. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.